C'est le moment d'ouvrir une nouvelle séquence consacrée à la mission d'intérêt général pour la biodiversité et les paysages. Et j'invite à me rejoindre Philippe Rogier, donc sous-directeur protection et restauration des écosystèmes terrestres, direction de l'eau et de la biodiversité à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, et Albert Maillet, directeur forêt et risques naturels de l'ONF. Que représente la forêt dans les politiques du ministère de la Transition écologique? Alors, c'est dur d'intervenir après Gilles Boeuf, surtout pour parler de sujets plus techno, finalement. Mais finalement, le soutien qu'apporte le ministère à la forêt, il se traduit dans ce qu'on appelle les missions d'intérêt général. Valérie l'a indiqué, c'est ce qui va au-delà, finalement, en termes de biodiversité, du régime forestier. Et donc, en fait, on a 3 missions d'intérêt général. Il y a une mission, une MIG, alors ce n'est pas des avions de chasse, hein, une MIG pour l'outre-mer. Donc, c'est en montant, elle est peu importante, mais elle représente des enjeux très, très forts. Puisqu'elle permet à l'ONF d'intervenir sur la gestion d'espaces naturels, ce qu'on appelle les 50 pas géométriques, et puis, ça a été indiqué tout à l'heure, au contrôle des activités minières, leur paillage, que ces activités soient légales ou illégales, qui sont menées par les différents acteurs de terrain en Guyane, avec l'objectif de maîtriser l'occupation du sol guyanais. C'est une mission qui est cofinancée avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Outre-mer. Alors, je pense que c'est important de souligner que ce n'est pas le seul soutien pour l'outre-mer, puisque ça représente un demi-million à peu près. Pour l'outre-mer, Valérie l'a indiqué tout à l'heure, les 3 MIG interviennent finalement à hauteur de plus de 4 millions d'euros. Et c'est complètement justifié au regard des enjeux de biodiversité dans les forêts d'outre-mer. Alors il y a une deuxième MIG qui s'appelle Renécofor, qui est soutenue à hauteur d'1,2 million. Et donc elle permet elle est installée depuis plusieurs années, depuis 1992. Et elle permet de suivre à long terme les écosystèmes forestiers. On voit que c'est important pour voir les impacts du changement climatique. On en parlera d'ailleurs aujourd'hui, voilà. Il y aura une présentation à ce voilà. sujet. Ouais. Et elle contribue donc au suivi international des pollutions atmosphériques. C'était à l'origine de sa création. C'est un réseau qui est soutenu également avec le ministère de l'Agriculture et avec la direction de l'énergie et du climat. Et il était positionné au départ en métropole et il est désormais en cours d'extension outre-mer en Guyane avec le réseau Guyafor que finance le ministère. Alors le cœur du soutien du ministère, c'est ce qu'on a appelé la MIG biodiversité et paysage, qui finalement est un peu emblématique du soutien que le ministère apporte. On a 5 priorités. Les aires protégées, puisqu'on a une stratégie sur les aires protégées, la prévention du risque incendie et la gestion forestière, la mise en œuvre de la feuille de route sur les travaux forestiers et les habitats d'espèces protégées, la restauration des écosystèmes par le rétablissement de l'équilibre sylvo-cynégétique, et puis la feuille de route sur les espèces exotiques envahissantes. Donc cela a été dit, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est vrai qu'elle a augmenté de manière considérable depuis 2021. Alors quelques exemples finalement de réalisation grâce à cette MIG. On a par exemple pu concrétiser en 2024 le travail qui a été mené pour créer des réserves biologiques. Il y a eu 11 réserves biologiques qui ont été créées en 2024
qui représente plus de 4000 hectares de surface protégée. On a un appui technique en interne pour le contrôle des espèces exotiques envahissantes. Il y a également, ça a été évoqué tout à l'heure, mais l'ONF joue un rôle important en matière d'animation de plans nationaux d'action pour des espèces protégées. Donc il y en a 3 en métropole pour des batraciens et puis 2 dans les outre-mer pour les tortues marines et les iguanes. Et puis il a aussi permis, on a parlé un peu de paysage, de labelliser des forêts d'exception à Darney-la-Vosges et puis de renouveler les labels de Fontainebleau et de Bercé. Voilà les soutiens apportés par le ministère et l'intérêt que représente, pour témoigner de l'intérêt que représente la forêt et l'ONF pour le ministère. On en reparlera tout à l'heure. D'ailleurs, si vous avez des questions dans la salle, vous pourrez également en poser. Albert Maillet, puisqu'évidemment la biodiversité est au cœur de nos échanges aujourd'hui, pourquoi la forêt publique est particulièrement justement adaptée comme refuge de la biodiversité ? Il y a plusieurs raisons à cela. Elles ont été évoquées par plusieurs intervenants en ce début de matinée. Le premier motif, c'est que la forêt publique bénéficie d'un statut de protection foncière extrêmement solide. Et ce statut de protection foncière évite les phénomènes de fragmentation des espaces forestiers. Et on sait que la fragmentation est un des facteurs les plus importants de dégradation de la biodiversité. Donc ça, c'est le premier facteur qui fait que les forêts publiques sont des lieux privilégiés. Le deuxième facteur, c'est que les forêts publiques, notamment les forêts domaniales, sont des forêts qui ont une très longue histoire. Et dans cette histoire, il y a une permanence de l'occupation forestière au niveau de l'occupation du sol qui est extrêmement longue. On a aujourd'hui des forêts domaniales qui datent de Charlemagne. Et on sait là aussi que la permanence de l'état boisé sur le très long terme laisse le temps au phénomène de maturation biologique, au phénomène d'amélioration sur le plan de la richesse et de la maturité des écosystèmes, permet à ces dispositifs de se développer au mieux. Donc ça, c'est le deuxième élément qui fait de ces espaces des espaces très intéressants en termes de biodiversité. Et puis le troisième élément, c'est que on est sur je disais tout à l'heure, sur des espaces qui sont peu fragmentés. On est sur des espaces où, du fait de cette faible fragmentation, les activités très impactantes sur le milieu restent à l'extérieur de la forêt. Il reste à l'intérieur de la forêt les activités qui sont liées soit à l'exploitation forestière, soit à des activités type accueil du public, etc., mais qui sont moins impactantes si elles sont bien menées, notamment en termes d'exploitation forestière. Si on fait ça avec des techniques de gestion durable, on maîtrise parfaitement les impacts. Et puis ce sont surtout des interventions qui ont des fréquences des occurrences qui sont peu fréquentes. Quand vous faites des interventions aux forêts, vous passez en général dans les parcelles tous les 10 ans, tous les 15 ans. Donc on n'est pas du tout sur des pressions qui sont fortes et régulières. Donc tout ça fait qu'on est dans des espaces qui se prêtent assez bien au développement de la biodiversité. Alors si en plus, dans le cadre de la gestion, on décide, comme on l'a vu sur la Massane, on décide, et comme c'est soutenu par la mission d'intérêt général du MTE, si on décide de faire des espaces de réserve biologique, alors là en plus, on va encore un cran au-dessus, puisque volontairement, là, on laisse les mécanismes naturels se déployer par eux-mêmes, tout seuls, sans intervention humaine. Justement, puisque vous parlez du public, c'est peut-être intéressant d'évoquer le lien aussi entre le public et la forêt, parce qu'il y a un fort attachement, on le voit de plus en plus d'ailleurs. Il suffit de regarder d'ailleurs les mobilisations pour protéger les arbres en général, alors que ce soit dans la forêt ou même en milieu urbain. Ça veut dire qu'il y a aussi une forte dimension culturelle, Philippe Rogier, autour de la forêt de la part du public. Oui, effectivement, cela a été déjà évoqué à plusieurs reprises, mais la forêt, on parlait de la forêt de Charlemagne, elle a marqué l'histoire de France
par l'activité, il y avait notamment pour les rois l'activité de chasse qui était très présente. Donc effectivement, elle représente une part de notre histoire. Aujourd'hui, je pense que pour nos citoyens, au-delà de cet aspect, c'est d'abord un lieu de détente, de ressourcement, où finalement, notamment à proximité des centres urbains, on peut se ressourcer et se reconnecter à la nature. Albert Maillet, est-ce qu'il y a un travail à faire sur l'explication des actions de la gestion forestière justement auprès du public? Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez à l'ONF? Oui, alors c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, et on travaille d'ailleurs de plus en plus, dans deux directions. La première direction, c'est par rapport au sujet spécifique de la biodiversité, c'est de faire prendre conscience au public ce que j'appellerais des bons comportements et des moins bons comportements en termes d'impact sur la biodiversité. Donc ça passe par des actions de pédagogie, ça passe par des actions qui sont en relais par rapport à un certain nombre d'usagers, et on s'appuie beaucoup pour faire cela sur des conventions que l'on passe avec les fédérations nationales d'usagers, en termes de sport de nature, en termes d'activités diverses et variées en forêt. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de faire comprendre à ce public qui est à la fois spectateur mais en même temps acteur dans cette forêt, c'est de faire comprendre en quoi la gestion forestière, quand elle est bien menée, quand elle est correctement menée, est un élément indispensable au maintien de la forêt qu'il apprécie, qu'il admire, qui n'est pas une forêt naturelle, qui est une forêt qui a l'aspect d'une forêt naturelle, mais qui est en fait une symbiose entre une forêt qui serait une forêt vierge, je dirais, et puis l'action humaine ancienne qui s'est exercée sur cette forêt-là. Et c'est le résultat de cette symbiose, de cette forêt en interaction avec l'homme, qui donne la forêt qu'il apprécie. Mais si cette forêt qu'il apprécie, il veut la voir continuer, perdurer, il faut que la gestion qui a permis l'installation de cette forêt puisse se poursuivre. Et donc, il faut qu'on explique en fait comment on fonctionne de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer d'impliquer plus les citoyens dans les décisions liées à la gestion de la forêt ou pas? Alors, dans un premier temps, avant même de dire comment on peut les impliquer dans le système de décision, il faut déjà leur expliquer les choses. Qu'est-ce qui existe, et puis l'expliquer sur la base de fondements techniques, de fondements scientifiques. Moi, j'adore la formule de mon ami Gilles Boeuf, la science n'est pas une opinion. On a le droit d'avoir des opinions, mais il ne faut pas mélanger l'opinion et les faits. Donc la première chose qui est importante pour nous, c'est de mettre sur la table, de partager avec ce public ces éléments d'appréciation communs. Parce que si on ne part pas sur ce partage d'éléments de diagnostic communs, on ne peut pas discuter ensuite. Une fois que ce partage d'éléments de diagnostic communs est fait, alors là, on peut imaginer effectivement des enceintes, des dispositifs de gouvernance, et on le fait, on a des comités de massif, des choses de ce genre-là, où les différentes parties prenantes peuvent exprimer leurs attentes, leurs souhaits, constater que ces parties prenantes n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes souhaits, et que si on veut satisfaire un peu tout le monde, il va falloir trouver des compromis et voir comment on peut aboutir à ces compromis. Déjà faire comprendre au public qu'il y a une forêt privée, une forêt publique aussi, c'est peut-être déjà voilà, et puis expliquer qu'en forêt de pédagogie voilà. sur l'appréciation en tout cas des lieux. Albert Maillet, évidemment concernant le changement climatique, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les démarches concrètes menées par l'ONF en matière d'adaptation précisément au changement climatique de la forêt? Alors, la première chose que l'on fait avant même de réfléchir aux démarches d'adaptation, et Gilles Boeuf le signalait tout à l'heure, c'est d'avoir des outils de diagnostic sur comment les forêts qu'on a sous nos yeux aujourd'hui peuvent évoluer dans la trajectoire climatique que l'on nous annonce. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on a un certain nombre d'outils, on a mis au point un certain nombre d'outils. Quand je dis on, c'est un travail collectif de l'Office, mais aussi d'un certain nombre de partenaires, qui permettent d'imaginer le futur d'un certain nombre de grandes essences forestières aujourd'hui par rapport aux trajectoires climatiques. Gilles Boeuf parlait tout à l'heure de qu'est-ce que va devenir le hêtre de la Massane
dans un futur climatique à plus 4 degrés à l'horizon 2100, la TRAC, c'est typiquement le genre de questions qu'on expertise. Et à partir de cette expertise, on est arrivé à cartographier, identifier en gros les zones françaises dans lesquelles nos forêts actuelles ont des chances de pouvoir tenir le choc, et puis des zones dans lesquelles on va rentrer dans ce que moi j'appelle une zone d'inconfort climatique. Et il y aura un décalage croissant entre ce que supporte la forêt et le climat de demain. Et ce sont dans ces zones-là. Alors en gros, dans nos projections, c'est moitié-moitié. On pense qu'on a la moitié de la surface forestière qui devrait tenir le choc, et puis l'autre moitié qui va se trouver en situation d'inconfort climatique. Et dans cette moitié qui se situerait en situation d'inconfort climatique, on va avoir une stratégie d'adaptation graduée en fonction du niveau de problématique qu'on attend. Graduée soit par substitution d'essence, mais en restant dans le régime de régénération naturelle, mais simplement en choisissant mieux les essences qu'on va favoriser dans les régénérations naturelles, soit si on est dans des cas où aucune des essences présentes aujourd'hui sur site n'apparaît adaptée à long terme, en venant injecter, apporter des nouvelles essences par plantation et en allant choisir des ressources génétiques forestières dans des zones plus sèches, plus chaudes, dont on pense qu'elles seront mieux adaptées demain dans le climat futur. Ouais, tout ça dans un contexte de rapidité, on le disait avec Gilles Boeuf tout à l'heure, hein, qui prend même de court les scientifiques eux-mêmes. Donc j'imagine toute la complexité aussi d'établir des politiques forestières dans ce cadre-là, dans cette vélocité. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est amené à avoir cette stratégie très proactive, parce qu'on aurait pu se dire, mais finalement, Gilles Boeuf le disait tout à l'heure, le climat, on s'adapte. Oui, on s'adapte si c'est pas trop rapide. Donc les forêts, elles ont une très grande capacité d'adaptation naturelle à condition qu'on leur laisse le temps. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Donc on va effectivement être proactif et intervenir pour accélérer finalement la capacité d'adaptation forestière. Tout à fait. Philippe Rogier, quels sont les défis futurs pour votre ministère, s'il vous plaît? Merci. Je voulais tout d'abord dire que j'ai été frappé par... je m'étais un peu éloigné des sujets forestiers pendant quelques années et en reprenant contact avec l'ONF, j'ai été frappé par la prégnance finalement des sujets du changement climatique dans la gestion de l'ONF. Albert Maillet a décrit la stratégie de l'établissement. C'est vrai que c'est très impressionnant de voir comment finalement le changement climatique est aujourd'hui au cœur de la politique de l'ONF. Nous, on a la conviction qu'on ne pourra pas traiter séparément la protection de la biodiversité et le changement climatique, que ce soit d'ailleurs l'atténuation ou l'adaptation. On traitera les deux ensemble, où on ne relèvera pas les défis. Il y a une attention particulière, on l'a dit à plusieurs reprises, sur l'outre-mer. Déjà parce qu'il y a des enjeux biodiversité très, très marqués, mais aussi parce que finalement, ce sont des territoires qui ont une sensibilité accrue au changement climatique. Je crois que cette année, ça a été particulièrement visible en Guyane. Et donc, on a un laboratoire à examiner. L'ONF peut être, pour nous, pour relever tous les défis dont je vais parler, un démonstrateur et peut être, je dirais, mettre en avant des pratiques exemplaires dans la gestion. Alors évidemment sur le renouvellement forestier, qui est une politique de la planification écologique, pour lesquels il y a un volet spécifique pour les forêts publiques et pour les forêts domaniales. L'ONF peut justement mettre en avant les pratiques qui permettent de favoriser évidemment le renouvellement forestier en tenant compte du changement climatique, mais aussi en favorisant la biodiversité. Il y a aussi un enjeu d'équilibre sylvo-cynégétique, c'est-à-dire l'équilibre, la population acceptable de cervidés, notamment pour permettre soit la régénération, soit le renouvellement forestier à moindre coût. Et par l'accord qui a été, l'ONF
l'ONF a pris un accord avec la Fédération nationale des chasseurs en avril de cette année. Ce sont des pratiques qui peuvent, me semble-t-il, par leur caractère un peu démonstrateur, inspirer, je dirais, aussi la forêt privée dans la gestion forestière. Nous, les défis que l'on voit pour l'ONF, il y en a plusieurs, mais je vais me limiter à deux. Je dirais, le premier, c'est de poursuivre cette politique volontariste de création, d'extension de réserves biologiques, qui sont un outil majeur de la politique de biodiversité, qui répondent aux objectifs de la stratégie nationale biodiversité. Les aires protégées, on ne peut pas limiter la politique de protection de la biodiversité, de préservation de la biodiversité à la création d'aires protégées, mais elle y contribue grandement. Le deuxième défi dont je voudrais parler, c'est la mise en œuvre du règlement restauration de la nature qui est paru l'été dernier, qui prévoit d'élaborer un plan national de restauration dans les 2 ans, plan qui va être renouvelé jusqu'en 2050. Et il y a un volet spécifique sur les écosystèmes forestiers. Et donc, on compte beaucoup s'appuyer sur l'ONF et sur son expertise pour identifier la manière dont on peut restaurer de manière active la biodiversité dans les milieux forestiers. En tous les cas, l'expertise et l'exemplarité de l'ONF sont indispensables pour nous pour relever ces défis. Est-ce que vous souhaitez conclure peut-être, Monsieur Maillet? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous souhaitiez nous parler avant de terminer ou pas? Non, peut-être juste une réaction sur la dernière partie évoquée par Philippe Rogier, c'est-à-dire sur la partie restauration, qui est effectivement une politique qui s'annonce, qui est importante et ambitieuse. Donc nous, par rapport à cette politique, cette approche, notre souci, notre stratégie, c'est pas un souci, c'est d'exploiter la palette la plus large possible de solutions. Et dans cette palette large de solutions, on a d'un côté effectivement les réseaux de réserve dont Gilles Boeuf a dit tout à l'heure que c'était je partage son avis, c'était de merveilleux laboratoires à ciel ouvert en vraie grandeur sur qu'est-ce qui se passe naturellement dans les espaces forestiers quand on n'y fait rien en termes de gestion. Il y a les espaces dans lesquels on intervient en gestion activement, notamment par rapport au changement climatique, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur notre stratégie. Il y a le fait de veiller à ce que dans les écosystèmes forestiers, on favorise les compartiments dont on sait qu'ils sont très importants pour la biodiversité, pour l'équilibre. Je veux parler du bois mort, par exemple. Il y a un plan national d'action là-dessus. Je veux parler des sols. Ça a été évoqué aussi. Le sol, c'est un capital biodiversité, je dirais, extrêmement important. C'est un prérequis pour le reste. Hein. C'est le sol qui porte la forêt. C'est le sol qui fait que la forêt au-dessus fonctionne bien ou fonctionne mal. Et donc toute cette palette-là, on va essayer de la mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et les ambitions de restauration, avec et ce sera mon dernier point, un souci permanent, c'est que face à un futur incertain, il faut agir. Inaction serait une erreur, mais comme on est face à un futur incertain, on va vraiment déployer des réponses qui maximisent la diversité des solutions. Comme on est sûr de rien à 100%, on va tester toute une palette, partant du principe que dans le système qu'on va tester, il va y avoir des choses qui vont réussir, d'autres moins, mais qu'à la sortie, on aura des solutions. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci pour votre intervention et à tout à l'heure.